Bonsoir à tous. Depuis quelques années, la responsabilité sociale des entreprises s'est imposée dans le management des PME, mais aussi des multinationales. Pour illustrer les bonnes pratiques en la matière, un guide baptisé Des entreprises plus fortes vient de sortir. Pour en parler, nous recevons Véronique Kempfen, vous êtes la directrice de la communication au sein de la Fédération des entreprises romandes. Bonsoir. Bonsoir. Éric Duboulot, vous avez cofondé Ecoservice. Bonsoir. Bonsoir. Christian Creta, vous êtes le directeur de Teamway. Bonsoir. Bonsoir. Véronique Kempfen, ce guide, il est destiné aux patrons qui pensent que la responsabilité sociale est encore un frein à la bonne marche de leur entreprise. Alors ce guide, il est vraiment destiné à tout le monde, c'est-à-dire à ceux qui ont déjà fait quelque chose et qui ont envie d'aller un pas plus loin, à ceux qui ne savent pas trop par où commencer et puis ça leur donne une manière en fait de pouvoir débuter, et puis finalement à tous ceux que le sujet intéresse, parce que c'est intéressant non seulement pour les employeurs, pour les patrons, mais aussi pour les employés. On l'a beaucoup entendu, hein, l'après-pandémie sera un tournant pour la RSE. Ça, c'est vrai. Alors certainement, en tout cas sur certains points, quand on pense notamment à l'organisation du travail, bien sûr le télétravail, le smart working, mais également la mobilité. Je pense qu'on va plus se déplacer pour faire une demi-heure de séance à Lausanne ou bien pour aller faire un congrès à Atlanta. Maintenant, on s'est vraiment habitué à ces outils de visioconférence. Donc oui, là, la pandémie a eu un impact extrêmement fort et là, je pense qu'on ne reviendra pas complètement en arrière. Mais pour d'autres choses, il faut une volonté affichée. Certains pays le font d'ailleurs. La France et l'Allemagne ont décrété que pour l'après-pandémie, ils allaient mettre un certain montant de plusieurs milliards, notamment pour la mobilité à l'hydrogène. Donc il y a une volonté aussi de la part des instances étatiques. Donc il y a vraiment un mouvement maintenant qui est en marche et je pense qu'il faut en profiter et vraiment aller de l'avant. Il y a cette volonté aussi en Suisse de relancer l'économie en pensant aux aspects environnementaux, sociaux. Oui, Ça, je pense que c'est une tendance vraiment très très forte et c'est vraiment aussi une demande de la part non seulement des collaborateurs, mais aussi des fournisseurs, des partenaires et des consommateurs. Éric Duboulot, vous faites le même constat, on ne pourra pas repartir comme avant. Il y a des choses qui vont changer, c'est plutôt une bonne chose. Alors, je pense qu'on a certains outils à disposition, des vidéoconférences, un peu de télétravail, pas trop. Certainement, peut-être effectivement des aspects de mobilité. La mobilité, on peut peut-être partir de l'idée que c'est la pandémie. Peut-être que c'est aussi Extinction Rebellion ou la grève pour le climat qui pousse. Hein. On se rend bien compte qu'on a aussi une jeunesse qui pousse. Je dis jeunesse, moi j'ai été jeune entrepreneur, je le suis un petit peu moins aujourd'hui, mais on a créé notre entreprise il y a 23 ans où ces aspects de mobilité étaient déjà, on a essayé les véhicules à gaz, on a depuis plusieurs années des véhicules électriques, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des démarches qui se mettent en place dans certaines petites PME et puis on aimerait bien que ça essaime plus. Ce guide est certainement peut montrer des exemples à celui qui a envie, qui pense que c'est juste pas possible, que c'est réservé aux plus riches, etc. Nous, on est une PME, 40 personnes, et puis on peut mettre en place déjà des choses à taille humaine. Oui, parce que vous êtes cité dans le guide, justement, Eva Ecoservice est cité dans le guide pour sa capacité à concilier vie privée, vie professionnelle. Concrètement, vous proposez quoi à vos employés? Alors, la mesure phare, c'est déjà depuis le 1er janvier 2000, donc ça fait déjà il y a longtemps, hein, où l'ensemble de l'entreprise travaille à 80%. Alors, le 1er janvier 2000, c'était facile, on était que les deux cofondateurs, mais on a eu chacun eu nos premiers enfants, puis on est passé à 80 d'un coup. Avec un salaire à 100 ou un salaire à 80? Parce qu'il y a certaines entreprises qui font c'est ça. facile. La semaine On de s'est 4 créé jours. en 1998 Ouais. et puis en 2000, pendant 6 mois, on a touché 0 francs. Ensuite, on touchait des petits salaires et puis nos salaires ont augmenté. Donc, au 1er janvier 2000, on n'a certainement pas eu de baisse de salaire, mais on avait des salaires faible. Par la suite, non. Alors, on est engagé à 80% sur la base d'un salaire équivalent dans les autres branches à 100, hein, mais chez nous, il est payé évidemment à 80. Donc, on travaille 4 jours par semaine, payé 4 jours par semaine. Et c'est une exigence. Donc, la totalité de nos 40 collaborateurs travaillent au maximum à 80. Ce n'est pas possible de travailler à plus. Ça, ils apprécient. Au début, pas trop. Après quelques années, c'est très difficile d'en changer parce que je pense qu'effectivement, très clairement, au niveau conciliation, vie professionnelle, vie familiale, on ne sait pas, hein, vous êtes obligé d'avoir une famille, mais une vie sportive, associative, politique, vous faites ce que bon vous semble en dehors. Ça permet de lever la tête du guidon. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que notre propre direction, donc nous-mêmes, on travaille également à 80%. Et ça, je pense que ça ouvre de la vision pour la suite. Et il y a d'autres mesures, hein, j'allais dire vous obligez, je ne sais pas, en tout cas vos employés à déconnecter quand ils ont congé, le week-end, pendant les vacances, etc. Ils n'ont pas accès à leur mail professionnel.
en dehors des heures de bureau. C'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas, c'est que techniquement, ils ne C'est peuvent pas. impossible, ouais, c'est Le ça. serveur coupe, ouais, tout à fait. Vous allez un peu à contre-courant de la tendance actuelle. C'est plutôt une fierté. Actuel, je ne sais pas, en 1998, qu'on a créé l'entreprise, c'était l'époque des startups, pour ceux qui savent encore ce que ce mot voulait dire. Des gens qui montent une entreprise, puis 2 ans après, la vendent des milliards, et puis vont se dorer la pilule aux Caraïbes. Nous, on s'était dit, ben non, nous, on travaille du lundi au vendredi, on ne travaillera jamais le week-end. On ne travaillera pas le soir, on fera nos heures parce que et puis si on se rend compte qu'il y a plus de boulot, on engagera des gens. C'est ça la logique. Si vous êtes obligé de travailler 70 heures par semaine pour le même salaire, c'est qu'il y a un petit problème économique derrière, de rentabilité de votre entreprise. Christian Creta, vous poussez aussi vos employés à déconnecter hors des heures de bureau. Oui, alors nous, on travaille beaucoup avec des consultants extérieurs, donc chacun a un petit peu son fonctionnement. Mais autrement, oui, de notre côté, on essaye de travailler uniquement quand c'est besoin et de ne pas faire du superflu. Votre société Team Building, elle fait du team building, Teamway, pardon. Elle est citée dans le guide aussi pour ça. Le team building en période de pandémie, j'imagine que c'est plutôt compliqué. Alors, en ce qui nous concerne, oui, ça fait 14 mois qu'on n'intervient quasiment plus. C'est un domaine dont on n'a pas trop parlé, la formation, mais qui effectivement, on était empêché de travailler. Alors, avec des petits groupes, on a fait de la formation, mais plus de team building. Et on voit maintenant qu'il y a une très, très forte demande pour mai, pour juin, en espérant que ça s'ouvre. Pour septembre, on a beaucoup d'entreprises qui désirent se reconnecter, refonctionner ensemble, tester des choses, se revoir, effectivement. Vous disiez en préparant l'émission, le team building, c'est pas seulement faire une escape room, c'est tout, ou un repas entre collègues. Ça va au-delà de ça. Les entreprises ont des fois de la peine un peu à le comprendre. Alors, bien sûr, il ne faut pas confondre une activité de remerciement, quand on a une équipe à bien fonctionner, puis on va faire un bowling, on va faire du ski, et puis une activité de team building qui veut bien dire, c'est-à-dire renforcement d'équipe. Et ça ne s'adresse pas uniquement à des équipes qui sont en difficulté, mais aussi des équipes qui intègrent des personnes nouvelles, des personnes qui sont, ou plutôt des équipes qui désirent développer des projets, des équipes qui désirent mieux se connaître, qui désirent aussi tester des choses, parce qu'on peut, dans le team building, justement, on a le droit à l'erreur, beaucoup plus que dans les entreprises. Donc ça montre que le droit à l'erreur, ça permet d'avoir une ouverture sur les autres et sur soi-même. Si ce n'est pas le bowling, c'est quoi d'autre? C'est des randonnées en montagne, des choses comme ça? Alors, en ce qui nous concerne, on est beaucoup axé sur des activités de construction, sur des activités où il y a un objectif commun, des activités qui soient adaptables à toutes les personnes. Une femme enceinte de 6 mois doit pouvoir participer à une activité de team building. Une personne en surpoids aussi, une personne qui travaille doit pouvoir participer. Donc il n'y a pas d'activité sportive ou d'activité qui demande des compétences spécifiques. Véronique Kempfen, un esprit d'équipe comme ça dans les entreprises, cela se construit, ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné. Oui, ça se construit, effectivement, et ça se co-construit aussi avec l'entier des équipes. Donc, ce n'est pas juste dans la tête du dirigeant d'entreprise. Alors là, l'idée peut germer, l'impulsion peut effectivement venir d'en haut. Mais après, si on souhaite que tout le monde adhère et que tout le monde comprenne bien la démarche, effectivement, il faut que ça se fasse dans l'ensemble en fait, de l'entreprise et avec tout le monde. On peut lire dans le guide que la crise du Covid-19 a donné une grande leçon, je cite, une grande leçon de modestie aux entrepreneurs. Pourquoi ? Je pense que ce mot modestie vient du fait que la crise est arrivée tellement vite, on l'a tellement pas vu venir. Les entreprises ont dû s'adapter à une vitesse tellement grande, certaines ont dû fermer, d'autres n'ont toujours pas encore vraiment repris leurs activités, qu'effectivement, on s'est rendu compte que eh bien, nos magnifiques plans qu'on avait prévus depuis maintenant des années avec une stratégie à 5-10 ans, eh bien, tout ça peut s'effondrer très très vite. Et effectivement, on est devenu humble par rapport à ça et ça a provoqué beaucoup de remises en question. Donc ce mot modestie vient sans doute de cela. Les grands patrons, ils ont compris qu'on ne pourra plus manager comme avant. Il y aura forcément quelque chose qui va changer dans le management des équipes. Je pense que les grands patrons l'ont certainement ressenti, mais maintenant, il faut aussi donner les outils, notamment à l'encadrement intermédiaire. On a vu mettre tout le monde au télétravail du jour au lendemain, ça suppose des compétences technologiques, des outils, etc. Mais après, comment est-ce qu'on fait pour gérer ces équipes qui ne sont plus présentes? Et là aussi, il faut donner les outils, les compétences aux managers dans toutes les strates, mais aussi aux collaborateurs. Ça suppose aussi beaucoup de confiance, beaucoup de lâcher prise aussi. C'est pas facile, ça. Non, c'est pas évident. Et puis, mais c'est évident pour personne. Et puis aussi une nouvelle manière de fixer des objectifs. Donc tout ça, ça demande maintenant, je pense, si on veut pérenniser le télétravail notamment, ou bien aller justement plus loin encore vers du smart working, donc vraiment une libéralisation des horaires, etc. Il va falloir outiller
toutes les différentes strates de management pour y arriver et puis bien faire comprendre aussi le but aux collaborateurs. Avec du boulot, vous partagez ce conseil. C'est des fois pas facile de lâcher prise, de faire confiance. Donc on puisse dire, nous, on travaille tous à 80% depuis 20 ans, 21 ans. Il y a peu d'entreprises qui nous ont suivis dans ce modèle. Pourtant, il y a un modèle qui économiquement fait ses preuves. On est devenu un très gros bureau d'ingénieurs. On était 2, on est une quarantaine aujourd'hui, ce qui est gros au niveau de ce type de métier. Ouais. Donc, il y a une réussite économique également là derrière. Maintenant, je pense qu'on est à un tournant. On a une ancienne garde de chefs d'entreprise. Malheureusement, certains sont jeunes, hein, ce n'est pas seulement une question d'âge, qui fonctionnent avec l'ancien système, avec un système peut-être un petit peu militaire. Vous étiez gradé à l'armée, donc vous êtes chef d'entreprise. À l'armée, on le saurait s'il y avait... on demandait à la base un peu ce qu'elle en pensait et si on acceptait des idées qui venaient d'en bas. J'ai un petit peu des doutes. Et puis, on a aujourd'hui une nouvelle économie, pas seulement au sens des métiers, mais aussi au sens de la gestion d'entreprise, avec des PR ou des maires chez Ecoservices, bureau d'ingénieurs, donc des métiers masculins. On a 42% de collaboratrices au sein de notre bureau. Ouais, c'est vraiment un changement. Avant, c'était l'homme qui amenait à manger à la maison. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et puis, il va falloir qu'on concilie vie familiale, vie professionnelle. Il faut que les gens s'épanouissent. Ces gens-là, ils ont des bonnes compétences. Il faut que la direction les écoute également. Alors évidemment, on a un directeur, on a un visionnaire à la tête de l'entreprise, ou des directeurs. Chez Ecoservices, on est plusieurs membres de la direction, c'est plus qu'une seule personne. Donc je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme au niveau gestion d'entreprise. Et alors je ne suis pas aussi optimiste que vous. J'aimerais bien que ça change. Moi, ça fait quand même 23 ans que j'attends que les autres nous suivent en partie. C'est très très lent comme changement. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, on le voit, hein, grève sur le climat, etc. J'ai vu que le PLR, qui n'est pas tout à fait sur l'aile progressiste, à mon sens, soutient la loi sur le CO2, etc. Donc oui, je pense que les choses, elles sont en train d'avancer beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans en arrière, et je pense que c'est une très bonne chose. Il reste très peu de temps, Christian Crétas, sur ce qui a été dit, peut-être, avec cette nouvelle génération aussi qui arrive, hein, qui est digitale, il faut s'adapter, il faut proposer autre chose. Ça, c'est obligatoire. Moi, je pense que ce qui est important d'établir, c'est la confiance. Quand on a la confiance qui est mise en place, on peut à ce moment agir en toute sérénité, d'une part. On peut décider à n'importe quel niveau, prendre des décisions. On peut aussi être plus mobile, plus agile. On parle beaucoup d'agilité aujourd'hui, de pouvoir anticiper, de pouvoir s'adapter. Donc toutes ces choses-là vont partir de la confiance que la hiérarchie va mettre sur tous les différents niveaux. On rappelle le guide des entreprises plus fortes, on va peut-être le montrer à la caméra, réalisé par la Fédération des entreprises romandes, le centre patronal aussi. Pour se le procurer, on fait comment, Véronique Kempfen? Alors, vous pouvez bien entendu l'acheter sur le site de l'affaire Genève ou sur celui du centre patronal, mais il est également disponible, en tout cas à Genève, chez Payot et à la FNAC. Ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu. Bonne soirée. Merci. Merci. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 3Déco consacré à 100 ans et plus, un événement qui réunira 14 commerces centenaires genevois. Merci de votre fidélité et bonne soirée.